Comment se porte réellement la santé mentale des jeunes en France? Peut-on construire une vie de couple épanouie lorsqu'on est président de la République? Comment gérer son état mental après un attentat dans son pays? Quel état d'esprit adopter lorsqu'on affronte une épreuve de vie? Je suis Joseph Amani, le fondateur du média On parle de tout. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris, on a le plaisir d'accueillir Monsieur François Hollande. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Enchanté. On est aujourd'hui présent pour le média On parle de tout, qui est dédié à la santé mentale des jeunes en France. Avant de parler un peu plus de votre vécu personnel, j'ai quelques questions à propos des jeunes. Alors, comment percevez-vous la santé mentale des jeunes en France après le Covid et quelles sont les actions majeures qui pourraient être mises en place? Covid a créé des situations personnelles très douloureuses pendant la période où beaucoup étaient confinés et empêchés d'avoir des relations avec les autres, mais même après. C'est-à-dire que souvent, quand il y a un traumatisme, c'est pas au moment où il se produit, c'est souvent quelques semaines, quelques mois, même quelques années après. Donc il y a un besoin d'accompagnement psychologique, et ce besoin-là n'a pas été complètement satisfait, puisqu'il y a eu beaucoup de dépression, beaucoup de tentatives même quelquefois de suicide, et il y a eu surtout des malaises qui ont été relevés, et que, par exemple, dans la fondation que je préside, on a eu à soutenir des associations qui travaillaient précisément pour écouter la nuit ce qu'un certain nombre de jeunes avaient à leur dire. Donc la première demande, c'était d'avoir accès à un psychologue. Et il faut bien dire que le gouvernement y a répondu, mais insuffisamment. Non pas parce qu'il n'y a pas de psychologue, il y en a beaucoup qui pourraient intervenir, mais parce que les conditions de tarification, les modes d'accès aux psychologues ont été trop compliqués ou trop chers. Ou au contraire, pas assez rémunérateurs pour les psychologues. Donc voilà pourquoi il faut absolument prendre en compte ce besoin-là, cette nécessité de fournir un soutien psychologique et quelquefois même une thérapie qui doit être engagée. Tout à fait. Et selon vous, quels sont les facteurs sociaux, économiques ou culturels qui vont influer sur la santé mentale, mais vraiment des jeunes en France? La précarité, la paupérisation. Or, il y a eu, Covid ou pas Covid, beaucoup de jeunes qui ont été dans une situation d'extrême pauvreté, ne serait-ce que pour se loger, pour se nourrir. Et donc, quand on est dans une forme de précarité aggravée, la santé mentale se dégrade également. Il n'y a pas de séparation entre ce qu'on éprouve physiquement et ce qu'on éprouve mentalement. Ensuite, l'isolement. On sait très bien que la solitude, quelquefois elle est voulue, la solitude, mais parfois elle est subie. Et donc l'isolement, le fait de ne plus avoir de relation avec les autres, de ne pas pouvoir travailler avec d'autres, crée une situation qui psychologiquement va être grave, et en tout cas qui va appeler une intervention. Donc la première nécessité, c'est la rencontre, mais pas la rencontre simplement sur les réseaux sociaux, la rencontre authentique, la rencontre où on partage des conversations, où on va faire des choses ensemble. Donc c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est la difficulté de la mobilité. Quand on ne peut pas se déplacer, quand on est enfermé dans son village, dans sa commune, dans sa ville, dans son quartier, eh bien, on a aussi une aggravation de ces problèmes psychologiques. Vous l'avez très bien dit, la solitude, c'est quelque chose de très dangereux chez les jeunes. Moi-même, je l'ai connu pendant le Covid, où on était en résidence étudiante, et la moitié de la résidence passait leur journée à fumer des joints ou à boire de l'alcool pour oublier ce sentiment de solitude. Oui, la solitude, on l'associe souvent aux personnes âgées, en considérant qu'elles sont au terme d'une existence où elles ont pu avoir un conjoint, une conjointe, et puis la solitude vient. Ce qui est vrai, même s'il y a aussi, heureusement, une sollicitude familiale. Alors qu'on l'ignore souvent pour le jeune. On pense que le jeune a toujours plus de facilité dans les relations. C'est faux. D'abord parce qu'il y a de la timidité, ensuite parce qu'il y a de la difficulté pour rencontrer, ensuite parce qu'on est soit dans une structure de travail où on ne se parle pas forcément, soit on est dans le monde universitaire où on ne se parle pas non plus facilement. Alors le confinement, les restrictions de circulation, c'est pour ça que je parle de la mobilité, le fait de ne pas pouvoir voyager, aller vers d'autres, a aggravé encore la situation. C'est vrai. Et vous le savez, les jeunes communiquent énormément via les réseaux. C'est pour ça qu'on a créé On parle de tout, un média qui est vraiment présent sur tous les réseaux. Mais aujourd'hui, comment on peut sensibiliser davantage et toucher un maximum de jeunes pour la santé mentale? D'abord, il faut en parler. C'est ce que vous faites. Parce qu'on vit douloureusement un problème de santé mentale. D'abord parce qu'on l'éprouve et parce qu'on en a honte.
Parce que c'est pas facile à révéler. On peut dire qu'on a eu le virus du Covid, c'est pas infamant, même si ça va produire un certain nombre d'effets où on va se protéger. Alors, on n'ose pas dire qu'on est en dépression, on n'ose pas dire qu'on a une difficulté dans la relation à l'autre, on n'ose pas dire qu'on ne va pas bien. Et quand on nous dit ça va, on répond toujours que ça va. Donc, il faut communiquer, non pas sur soi-même, simplement, mais il faut dire, voilà, ça existe. Il y a de plus en plus de visites chez le psychologue, il y a de plus en plus de personnes qui éprouvent aujourd'hui un mal-être, une angoisse. Il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas avoir peur de sa propre angoisse. Il faut qu'on dise qu'on a une difficulté à un moment. Vous le dites très bien, on n'ose pas dire quand ça ne va pas. Et vous pensez que c'est en France ou ça touche le monde entier ? Je pense que c'est dans le monde entier, sauf qu'en France, on est dans un pays développé, on est dans un pays où on pense que les aspects relationnels sont réglés, où on est dans une société qui aime la convivialité, qui aime le rapport aux autres. Donc c'est encore plus difficile, c'est encore plus douloureux de dire « mais je ne vais pas bien dans cette apparence de société qui va bien ». Non, la société non plus, elle ne va pas bien. Donc quand en plus s'ajoutent d'autres facteurs, l'angoisse climatique, en se disant « mais qu'est-ce que c'est que la vie si aujourd'hui elle se détériore, si demain je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir respirer, on va pouvoir être dans un rapport à la nature qui va être peut-être demain très dégradé ». Monsieur Hollande, quand vous avez été élu, moi j'avais tout juste 17-18 ans. Elle n'avait même pas pu voter pour moi. Si, je venais d'atteindre 18 ans, voilà, au deuxième tour. C'est comme ça. Et votre mandat présidentiel, il a été marqué par les attentats de Charlie Hebdo, puis le Bataclan, puis encore Nice. Et moi, ma question, c'est comment on gère son état mental lorsqu'on fait face à des événements d'une telle ampleur ? Alors d'abord, il y a des personnes qui ont été victimes des attentats. Victimes, parfois, sont décédées, d'autres qui ont été blessées. Et d'autres qui ont vu l'horreur, qui ont vu la tragédie, mais qui n'ont apparemment pas de séquelles. Ils n'ont pas été touchés par l'acte terroriste. Néanmoins, elles vont vivre pendant des années avec des images, avec une douleur, avec une appréhension qui va donc les opprimer à tous les sens du terme. Et les inquiéter et les traverser de plein de souvenirs douloureux. Donc, une des actions que j'ai engagées comme président de la République, c'est de dire, même ceux qui n'ont pas été touchés physiquement, ce sont des blessés, ce sont des victimes. Il faut reconnaître la situation de victime pour justement affronter la maladie mentale. Il faut dire qu'à un moment, oui, je suis une victime et je dois avoir un accompagnement, et l'accompagnement psychologique. Alors après, est-ce que le président de la République lui-même doit avoir un accompagnement psychologique ? Oui, il devrait en avoir, parce que finalement, c'est aussi une épreuve. Mais il se trouve que l'action politique, le sommet de l'État, les décisions nous privent de ce soutien psychologique. Il y a aussi tous les préjugés. Qu'est-ce qu'on dirait si le président de la République lui-même disait, vous savez, j'ai été angoissé, j'ai été traversé d'images extrêmement douloureuses. Donc c'est vrai qu'on a tendance à garder pour soi, compris au plus haut niveau de la responsabilité publique. Mais bien sûr que j'ai été également éprouvé, mais pas comme une victime. J'ai été éprouvé parce qu'il fallait réussir à convaincre les citoyens que nous allions rester ensemble, que nous n'allions pas nous diviser, qu'on allait avoir de la compassion et de la fermeté. Vous le dites, parfois vous avez été éprouvé. Est-ce qu'il y a eu certains symptômes dont vous pouvez nous parler ? Oui, les symptômes, on les connaît. C'est la perte du sommeil, c'est d'être hanté par des images, c'est quelquefois d'être énervé par des situations, non pas d'avoir une appréhension, mais de se dire, est-ce que ces drames ne peuvent pas se répéter ? Comment faire ? Donc une pression psychologique. Donc elle vaut aussi pour le président de la République. Et dans ces cas-là, quand on est président de la République, est-ce qu'on voit un psychologue ou on se prive de ça ? Non, on ne voit pas de psychologue. C'est peut-être d'ailleurs un des défauts de l'organisation de l'État. Ce ne serait pas tout à fait inconséquent qu'il y ait auprès des décideurs, quand il y a une crise Covid, une crise terroriste, une crise internationale, d'avoir pour ceux qui décident aussi un accompagnement. Ils peuvent le faire à titre privé, mais on peut aussi l'imaginer dans l'appareil d'État. Bien sûr. Très bien.
Justement, ma question, c'était est-ce que vous avez vu un psychologue pendant votre mandat? Vous m'avez dit que non. Non. Est-ce que c'était mis en place? Vous auriez voulu en voir un? Oui, sans doute, s'il y avait eu, j'aurais très bien pu demander, et ça m'aurait été immédiatement délivré. Mais il y a un médecin, à l'Élysée, il y a même toute une équipe médicale. Et donc, s'il y avait le moindre trouble que j'aurais ressenti, je me serais adressé à eux, qui d'ailleurs veillaient à ce que il y avait des symptômes, comme vous dites, qu'il n'y avait pas de difficulté particulière pour exercer la fonction. Mais là aussi, quel est le privilège finalement de la responsabilité publique, c'est qu'il y a un entourage. Je n'étais jamais seul. Hein, donc si j'avais eu je ne sais quel problème personnel, ce serait vu et ça aurait été réglé. Je revois les images des jeunes pendant le Covid qui évidemment étaient fortement angoissés. Est-ce que ça peut pas être une stratégie derrière, en tant que président, de dire je vous comprends, moi également je suis anxieux, moi également je suis angoissé? Oui, mais ça fait partie de dire beaucoup m'ont posé cette question après. Après, ouais. Parce que pendant, il n'y avait pas de place Voilà. pour l'angoisse. Il y avait de la place pour l'appréhension d'une situation qui était extrêmement douloureuse, mais exigeante en réponse, en action, en décision. C'est ça la différence. C'est-à-dire quand vous subissez une situation ou quand vous êtes acteur dans une situation. L'acteur dans une situation, il va concentrer toutes ses forces pour régler le problème. Celui qui subit une situation, qui n'a pas les moyens de la surmonter, c'est là qu'il y a une angoisse qui peut devenir un sujet mental. Bien sûr. On va continuer à tourner un peu autour de votre vie personnelle, cette fois-ci, en oubliant le côté pro. Est-ce que vous auriez une épreuve personnelle à nous partager, avec une belle morale derrière? Il y a toujours des épreuves que l'on vit. Il s'est trouvé que, quittant l'Élysée, je savais mon frère malade. Il était atteint d'un cancer depuis des années. Et nous communiquions pendant que j'étais à l'Élysée. Et lorsque je suis sorti de l'Élysée, 2 jours après, il a eu une rechute et il est décédé quelques jours après. Et donc je me suis dit, finalement, qu'est-ce qui s'était passé pour lui? Et bien comme frère de président, il avait voulu tenir bon, résister à la maladie. Et puis quand je suis sorti, il a pensé qu'il pouvait lui aussi, d'une certaine façon, sortir. Ça serait quoi la morale derrière? La morale, c'est que la psychologie, ça compte beaucoup. Donc de résister, de se dire de se fixer un objectif et de le tenir même quand il y a une maladie qui vous ronge. Ouais. Je rebondis, c'était une très belle morale. Sur le côté objectif, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de jeunes, malgré une santé mentale des fois bancale, qui débutent des projets, on va dire des projets d'entrepreneuriat. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à tous ces jeunes qui se lancent dedans? Oui, d'abord, le conseil que j'ai à donner, si on veut bien m'écouter, c'est chacun doit avoir son objectif, pas pour toute la vie, mais son objectif pour les prochains mois ou les prochaines années. Le pire, c'est quand vous n'avez plus d'objectif. C'est là que le trouble, le fardeau, la charge mentale peut apparaître comme insupportable. Et donc, vous fixez même un petit objectif, un objectif à taille humaine que vous pouvez atteindre. Et après, vous aurez un autre objectif. La vie, si je puis dire, c'est une suite d'objectifs. C'est pas de se dire, je vais prendre un exemple, c'est pas de se dire, voilà, je vais être président de la République. Quand on a 15 ans, souvent on me pose la question, vous avez pensé être président de la République? Non, j'avais pensé faire de la politique, de m'engager. Mon objectif, c'était de pouvoir faire de ma vie aussi une vie d'engagement. C'était pas d'être président de la République à tout prix. Donc, mais les objectifs, on se les fixe au fur et à mesure du temps. Et à ce moment-là, il y a un objectif peut-être qui va devenir possible, alors même qu'on n'avait même pas imaginé qu'il soit énonçable même quand on avait votre âge. Et j'en viens aux 2 dernières questions qui touchent le registre de l'amour. Qui touchent énormément les jeunes. On a beaucoup de messages sur l'anxiété en amour. La première, c'est comment on construit une vie de couple lorsqu'on a un emploi du temps de président de la République? Bon, oui, c'est un problème de temps et aussi de visibilité. On ne peut pas partager les mêmes choses quand on est une personnalité très connue ou quand on est une personnalité anonyme. Donc, bien sûr qu'il y a des sacrifices à faire. Et c'est souvent au détriment de son couple ou de sa famille, d'une manière large.
Mais voilà, personne n'oblige quelqu'un à devenir président, donc à lui de s'arranger. Un choix, bien sûr. Et comme on l'a dit, voilà, on parle énormément d'amour, principalement sur les réseaux. Est-ce que vous auriez votre définition de l'amour? Comme toute personne, on cherche l'amour. Il vient parfois, il s'enfuit ensuite, il revient. Ce qui compte, c'est d'être ouvert, disponible pour l'autre, et de comprendre que la vie de couple, c'est pas simplement la vie amoureuse, c'est d'être capable de nourrir justement des projets et des objectifs communs. Qu'est-ce que c'est qu'un couple? À quel moment on devient un couple, au-delà de l'amour que l'on peut porter à l'égard d'une personne? C'est quand on a un objectif. L'objectif de fonder une famille, ou l'objectif de vivre ensemble et de faire un certain nombre d'accomplissements. Donc voilà, une belle vie de couple, c'est une vie où on a des objectifs. Magnifique. Et pour terminer, on reçoit beaucoup de messages de jeunes sur les réseaux qui nous demandent régulièrement des conseils au niveau de la santé mentale en général. On essaye de répondre au mieux en gardant une certaine barrière. Ça nous ferait très plaisir de leur donner un conseil de Monsieur Hollande. Quel conseil vous donneriez à un jeune qui va pas bien en général? D'en parler. D'en parler. Quelquefois, on a du mal à en parler à sa famille, donc d'en parler, ou même à ses proches. Non, d'en parler à des personnes qui peuvent être des personnes ressources, d'en parler à d'autres. Et puis d'aller voir un psychologue, ça commence par là. En fait, on découvre que beaucoup de gens vont faire des psychologues, mais en France, on ne le dit pas trop. Donc voilà, ne serait-ce que parler. Je dis souvent, le pire, c'est quand une personne ne vous parle pas. On me disait, mais alors, comment vous faites pour juger si votre politique est bonne ou mauvaise? C'est très simple. Les gens qui vous alertent, qui quelquefois vous engueulent, ils vous parlent. Le pire, c'est celui qui ne vous parle pas. Il faut parler. C'est vrai. Vous l'avez très bien dit, j'ai vécu des épreuves, vous avez vécu des épreuves, on arrive tous à en parler, c'est comme ça qu'on avance. Donc parlons-nous. Merci beaucoup, Monsieur Hollande. Merci à vous.